Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, oui, on va parler un peu de cosmologie et de ce fameux modèle du Big Bang. Le mot modèle est très important parce que je pense que c'est ce que produisent les scientifiques, c'est-à-dire on produit des modèles, des représentations, des figurations du monde avec une certaine méthodologie. Et je pense que la cosmologie, c'est une bonne façon, c'est une bonne discipline pour comprendre en fait comment est-ce que les scientifiques abordent leur relation au monde qui les entoure. Vous pouvez l'appeler réel si vous avez envie, mais disons voilà, on constate qu'il existe des choses autour de nous et comment est-ce qu'on les organise. Et quand j'ai préparé cette conférence, j'ai retrouvé cette petite citation, j'aurais dû appeler ma conférence comme ça. Comment bâtir un univers qui ne s'effondre pas 2 jours plus tard? Ça, c'est le titre d'une conférence de Philippe Cadic, il parlait de science-fiction. Comment construire un univers qui tient le long de tout un livre, qui ne s'effondre pas 2 jours après que vous ayez commencé à construire cet univers. Donc, pour construire notre représentation de l'univers, déjà, il va falloir, avant de commencer, même déjà de se poser la question exactement, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Et pour ça, c'est que historiquement, je suis parti de 3 citations de grands cosmologistes, Ralph Alpher et Robert Herman, qui ont joué un rôle important dans la théorie de la nucléosynthèse primordiale, et puis Georges Lemaître, qui est considéré comme le père du Big Bang. Ils nous disent les choses suivantes. Ils nous disent que l'on prend l'origine de la cosmologie en mettant la théorie de la relativité générale, et Ralph Alpher continue en disant « mais tout ça était extrêmement simpliste ». Et quant à Georges Lemaître, il nous dit qu'une cosmologie vraiment complète devrait expliquer les atomes et les soleils. Donc essayez de retenir ça, on va voir pourquoi ces 3 citations sont très importantes. Alors la première, qui concerne Ralph Alpher et Georges Lemaître, ils nous disent que le point de départ de la cosmologie, c'est la relativité générale. Alors c'est vrai, ils parlent de la cosmologie moderne, mais il est clair que les gens ont commencé à faire de la cosmologie bien avant que Einstein n'arrive sur Terre. Vous avez tous en tête toutes les cosmologies de nos civilisations, dans les grands mythes et ainsi de suite. On constate qu'on vit dans un univers, le nôtre, et on va vouloir l'étudier, et là il va y avoir un certain nombre de problèmes parce que on veut avoir une démarche scientifique et la cosmologie, c'est une discipline qui est assez particulière. La première chose, c'est que jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons qu'un seul univers à notre disposition, le nôtre, et nous sommes à l'intérieur de cet univers et nous n'en observons qu'une petite partie finie. Donc vous voyez déjà, notre objet d'étude n'est pas un objet d'étude qui va être reproduit, qui peut avoir différentes variantes. Et nous sommes à l'intérieur du système, donc imaginez un chimiste qui nage dans sa bassine de produits chimiques, donc il ne peut pas l'observer de l'extérieur, il n'en voit qu'une petite partie. Et c'est à partir de ça qu'on va vouloir faire une représentation de notre univers. La deuxième chose qu'on a appris avec ce modèle cosmologique, c'est qu'il y avait une dimension temporelle. L'univers va être en expansion, il va avoir une histoire, ce que je vais vous rappeler tout à l'heure, ce qui veut aussi dire que les mécanismes d'inférence qu'on va devoir utiliser vont être assez différents de ce que l'on fait par exemple en physique de laboratoire. En général, on a plusieurs façons de faire des inférences. Soit on utilise la déduction, ce que vous avez utilisé en mathématiques, en physique théorique. Vous allez poser des principes premiers et par la logique, vous allez pouvoir établir des propriétés, des théorèmes. Vous avez l'induction, c'est ce que fait la physique expérimentale. Vous observez des phénomènes que vous allez répéter, donc la reproductibilité des phénomènes. Vous allez essayer de formuler une loi phénoménologique qui reproduit ces phénomènes-là. Vous avez un phénomène d'induction et cette loi, éventuellement, vous allez l'utiliser pour formuler un principe, pour formuler un principe fondamental que vous allez ensuite utiliser dans la construction de votre modèle. Et puis quand on a une dimension historique, vous devez utiliser ce qu'on appelle l'abduction, c'est-à-dire que vous allez utiliser des lois supposées correctes, des observations de l'univers aujourd'hui pour reconstruire les conditions initiales dans l'univers primordial, là où vous n'avez pas d'observation. Donc vous avez une dimension d'extrapolation parce que votre but, c'est d'aller faire finalement de l'archéologie de ces aires les plus reculées de notre univers. Et donc ce que vous allez construire, ce n'est pas une représentation de l'univers, ça va être un modèle qui va être l'histoire la plus probable de notre univers, la représentation mathématique la plus probable de notre univers. Et probable dans quel sens? Ça veut dire que vous allez devoir dire dans quel espace de théorie vous vous placez et quelles sont les observations que vous avez à votre disposition pour dire que cette représentation est la meilleure dans un ensemble de représentations possibles. Et ça, c'est difficile parce que ça veut dire que si vous vouliez vraiment être correct, vous devriez avoir une mesure dans l'espace des modèles, chose que vous n'avez pas. Et vous allez surtout chercher la cohérence de l'explication de plusieurs faits. Ça, c'est important parce qu'il y a un certain nombre de failles dans ce modèle, de choses que l'on ne comprend pas encore. L'existence de matière noire, par exemple, ou l'accélération de l'univers.
On peut faire des modèles ad hoc qui expliquent ces phénomènes juste en particulier. Le problème, c'est comment est-ce que vous allez rajouter un ingrédient supplémentaire sans mettre en péril tout l'édifice. Donc le fait que vous avez un faisceau de faits qui sont expliqués par le même modèle est quelque chose qui va être vraiment très important. Et dans cette dynamique-là, une chose qui va être aussi très importante, c'est toute l'extrapolation, parce que vous allez remonter dans l'univers de plus en plus primordial, à des énergies de plus en plus hautes, et donc vous allez pouvoir utiliser votre propre univers pour mettre à l'épreuve vos théories de la physique. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est assez difficile, parce que vous n'avez accès qu'à cette petite partie de l'univers vue depuis ici et aujourd'hui. Et ça contraste beaucoup avec un certain nombre d'autres disciplines scientifiques. Alors que nous disent Alpher et Hermann? Ils nous disent que le point de départ, c'est la relativité générale. Donc on peut commencer en 1915. 1915, Albert Einstein présente sa théorie de la relativité générale à l'Académie des sciences de Berlin. C'est 4 exposés du mois de novembre. Et en particulier, il expose cette équation, l'équation d'Einstein, que je ne vais pas expliquer, qui est une équation assez complexe, qui nous donne une information sur cet objet mathématique-là, qui est la géométrie de notre univers. Avant Einstein, la géométrie était quelque chose de postulé. Vous choisissez la géométrie euclidienne ou d'autres géométries. Ce n'était pas un objet de physique. Les physiciens n'avaient rien à dire sur la géométrie. À partir du moment où on a écrit cette équation, si on est capable de résoudre cette équation, donc ici vous avez le contenu en matière de l'univers, vous avez quelques constantes de la nature qui représentent en fait la rigidité de l'espace-temps, et puis ici vous avez cette géométrie. Si vous êtes capable de résoudre cette équation, vous allez pouvoir être capable de dire quelle est la géométrie de mon univers. Vous voyez, c'est le début du programme cosmologie. On pourrait dire qu'à partir du moment où on a écrit les équations d'Einstein, toute solution de cette équation est un univers. On a une équation de la physique qui nous donne une façon de générer des espaces-temps, des univers. Le problème, c'est que finalement, on ne peut pas en faire grand-chose. Il y a une limitation mathématique. Personne ne sait résoudre cette équation dans leur pleine généralité. Pour ceux qui ont fait un peu de maths, c'est un ensemble de 10 équations aux dérivées partielles non linéaires. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça veut dire que c'est extrêmement difficile. On n'a même pas de théorèmes généraux sur l'existence des solutions d'une telle équation. Et ce que l'on connaît, ce ne sont que des solutions particulières étant donné des symétries et des hypothèses. Et puis vous avez un terme de source ici qui vous dit quelle est la distribution de matière dans votre univers. Ce qui veut dire que vous avez aussi une limitation astrophysique. Vous n'allez pas voir toutes les galaxies, toute la matière dans votre univers. Il y a de la matière qui n'est pas lumineuse. Une galaxie est d'autant moins lumineuse qu'elle est loin, donc elle peut échapper à vos observations. Donc vous ne connaissez pas la distribution de matière dans l'univers. Donc en fait, cette limitation mathématique et cette limitation astrophysique fait que le programme, en fait, on peut l'arrêter dès le moment où on a écrit l'équation. C'est fini. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire, au lieu de se dire on va déterminer la géométrie de notre univers, ce qu'on va faire, on va commencer à faire de la physique. On va chercher une géométrie qui est une bonne approximation de la géométrie de notre univers. Et le mot important ici, c'est bonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va satisfaire ces équations sous certaines hypothèses de symétrie, et surtout, elle va permettre d'expliquer un ensemble d'observations à la précision de la mesure de ces observations. Quand vous allez augmenter la précision de ces observations, éventuellement, vous allez devoir raffiner votre géométrie et votre modèle. Et ça, c'est le cas de toute théorie physique. Une théorie physique, c'est une bonne représentation. Et le mot « bon » est important parce qu'il vous dit que vous avez la justesse de votre explication. Donc, au niveau théorique, il vous permet de poser des questions sur le système que vous considérez et de poser des bonnes questions sur ce système-là, qu'il a un domaine de validité, ce qui fait qu'il a des questions qui restent en dehors, et qu'à la précision des mesures que vous pouvez faire, vos prédictions théoriques ont au moins la même précision. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on va demander, et rien que de faire ça, c'est déjà extrêmement difficile, et c'est un siècle d'histoire des sciences. Donc on va commencer, comme dans tous les bons contrats, par les notes en bas de page qu'on lit jamais, d'accord? C'est les petits caractères. J'ai marqué ici qu'au niveau observationnel, à cette époque de 1915, on est dans un grand débat astronomique. On observe des nébuleuses, on ne sait pas si ces petits nuages d'étoiles sont des galaxies identiques à la nôtre, mais en dehors de notre galaxie, ou ce sont des nuages à l'intérieur de notre galaxie. On a établi la théorie de la relativité générale en 1915, et tout de suite après, Einstein se pose cette question. Il va construire une solution particulière qui est censée représenter notre univers, qui est un univers statique, fermé, où la matière est distribuée de façon complètement homogène comme un gaz, et qui ne change pas au cours du temps. Vous voyez, quand il fait ce modèle-là, il n'a aucune prise observationnelle sur l'univers. On ne sait pas qu'il existe d'autres galaxies. Il suppose que le gaz d'étoile de notre galaxie est un gaz homogène, isotrope, donc avec une densité qui est la même partout dans l'univers. Et il suppose
que l'univers est statique, donc que l'espace ne change pas avec le temps, et c'est normal. Il est héritier de l'époque de la physique newtonienne. L'espace est immuable, il n'y a pas de raison de changer cette propriété si la nature ne vous y force pas. Et il trouve cette solution, et la question va de savoir, est-ce que finalement il a donné le fin mot à la cosmologie avec cette solution. Et c'est là que les choses partent, et donc ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a 4 grandes étapes dans le développement de cette discipline qui vont en fait raffiner les unes auprès des autres notre description de l'univers. Alors dans les années 20 va naître une discipline qu'on va appeler la cosmologie relativiste, donc l'étude de l'univers à partir des équations de la relativité générale, et on pourrait dire que c'est surtout un exercice de mathématiques. On va essayer de résoudre les équations d'Einstein sous certaines hypothèses de symétrie, en particulier une qu'on va appeler le principe copernicien. Et puis la matière dans l'univers, on n'en sait presque rien. On va supposer que c'est un gaz avec des propriétés assez simplistes, un gaz sans pression, et on imagine, puisqu'après 1924, on a la preuve qu'il existe d'autres galaxies, c'est l'observation d'Edwin Hubble, et donc à partir de 1924, on sait qu'il y a d'autres galaxies. Imaginons que tout l'univers est rempli par un gaz de galaxies, eh bien on va supposer que c'est un gaz sans pression. Donc vous voyez, simplement cette hypothèse-là fait que la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une galaxie reste en dehors du champ d'explication que l'on cherche avec ce modèle-là. Et donc on va regarder l'univers qui est finalement lissé à des échelles beaucoup plus grandes que la taille entre 2 galaxies. La question, c'est de savoir comment est distribuée cette matière, et c'est là qu'entre le principe copernicien. Observationnellement, on avait l'impression que l'univers était à peu près le même dans toutes les directions, donc on dit qu'il était isotrope autour de l'observateur, que vous regardiez par ici ou par là, le nombre de galaxies va être à peu près le même. Est-ce que vous êtes dans une situation où l'univers a un centre et une symétrie sphérique autour de cet observateur qui apparaîtrait au centre, ou est-ce que la matière est spatialement distribuée de façon homogène? Et donc là, il faut faire un choix. Comme disait Einstein, quand on n'a pas d'idée, on a des principes, donc on va inventer un principe, c'est le principe copernicien, se disant, bah oui, on avait mis le Soleil au centre, la Terre au centre du système solaire, le Soleil au centre de la galaxie. À chaque fois, on s'est trompé en se plaçant au centre. Il n'y a pas de raison que nous nous placions au centre de l'univers. Et puis surtout, si on part d'un principe d'universalité, on se dirait tous les points de l'univers doivent finalement être à peu près semblables. Il n'y a pas de raison d'être proche du centre de l'univers. Donc on va construire des univers avec une distribution de matière qui est homogène et isotrope, mais qui peut changer au cours du temps. Et on va trouver tout un ensemble de solutions. Et ces solutions vont nous montrer que l'univers n'est pas statique. Ils vont même montrer que l'univers d'Einstein statique n'est pas stable, c'est-à-dire que si vous aviez une petite perturbation, il va rentrer en expansion. Donc c'est une solution particulière de cette équation, mais qui n'est pas stable. Et à partir de là, on va avoir tous les scénarios d'expansion de l'univers. Et ils vont dépendre d'un certain nombre de paramètres qu'on appelle les paramètres cosmologiques. Et la question de savoir, dans cet ensemble de solutions, y a-t-il une solution qui représente notre univers? Et pour ça, il faut faire des observations. À l'époque, la seule chose qu'on peut faire, c'est de regarder les galaxies qui sont suffisamment proches de nous, de regarder à quelle vitesse elles s'éloignent de nous. C'est ce qu'on va appeler la loi de Hubble. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la loi de Hubble-Lemaitre, à partir de céphéides, mais aujourd'hui, beaucoup à partir de supernovas et d'autres objets cosmiques. On est capable, à partir de la taille de l'objet, d'avoir une idée de sa distance, et à partir d'un spectre, de sa vitesse d'éloignement. Et on va commencer à mesurer le taux d'expansion de l'univers et d'avoir une idée, en fait, de savoir, parmi cet ensemble de solutions, quelle est celle qui correspond à notre univers. Dans ces solutions, vous en avez qui ont une singularité initiale, qui vont s'étendre, qui vont s'effondrer sur eux-mêmes, d'autres qui sont en expansion éternelle, et ainsi de suite. Donc la question est de savoir quelle est l'histoire de notre univers. Donc voilà le cadre de départ, et ça, franchement, ce n'est que des mathématiques jusqu'au moment où on commence à faire ces observations. Et là encore, une question difficile pour faire le lien entre cet aspect mathématique et ces observations, c'est comment est-ce que la lumière se propage dans un tel univers. Donc là aussi, vous allez devoir faire la physique pour savoir comment un observateur qui se trouve dans un tel univers observe, parce que c'est ça que vous comparez, ce sont toujours des observations à l'intérieur de cet univers. Une fois que vous avez ces solutions mathématiques, vous pouvez jouer avec, vous pouvez extrapoler. Et déjà, vous allez avoir des conclusions assez importantes. Le fait que l'espace est en expansion, et si vous extrapolez vers le passé, il y a un moment où vous avez ce qu'on appelle une singularité. L'espace disparaît, tout devient soit nul, soit l'infini. Et c'est ce qu'on va appeler le Big Bang. Et ça, c'est intéressant parce que ce mot qui caractérise le nom du modèle est finalement la seule chose que le modèle n'explique pas, c'est la limite de ce modèle. Comme le fait remarquer Lemaitre dans cet article à l'hypothèse de l'atome primitif, il dit oui, on extrapole, on est à un univers où la matière est à densité toujours plus grande, à une énergie beaucoup plus grande.
Il y a un moment où l'hypothèse de la relativité générale pour décrire la gravitation n'est plus une bonne hypothèse, puisqu'il va falloir prendre en compte les effets quantiques. Donc il le pressent, il n'a pas les outils pour le faire, et il dit simplement « ce Big Bang n'est pas un phénomène de la nature, c'est la limite du fait que notre théorie n'est plus apte à décrire l'univers ». Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, parce que finalement, on parle du Big Bang, et comme je le dis toujours, c'est la seule chose que le modèle du Big Bang n'explique pas. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? L'univers devient plus chaud dans le passé. On est plutôt dans les années 30. Des gens comme Richard Tolman aux États-Unis se réalisent que, bah oui, il va falloir étudier comment se comporte la matière dans un espace qui s'étend, dans lequel la matière se dilue, quand on est à très très haute densité. Et là, on va commencer à étudier la physique nucléaire et l'électromagnétisme dans les solutions cosmologiques données par la cosmologie relativiste. Et là, on va comprendre que l'univers a une histoire thermique. Il y avait des phénomènes physiques qui pouvaient se passer dans l'univers primordial, qui était chaud et dense, qui ne peuvent plus se passer aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on est capable de reconstruire cette histoire? Est-ce qu'on est capable de l'utiliser pour comprendre les propriétés de la nature, de la matière, à ces échelles d'énergie-là? Et c'est ce que vont faire en fait un certain nombre de cosmologistes à partir des années 30. Et dans les années 1948, on va comprendre qu'il y a deux implications importantes. On va comprendre l'origine des atomes. Tout à l'heure, je vous ai mentionné cette phrase de Georges Lemaître. Une cosmologie vraiment complète doit expliquer les atomes comme les soleils. Si vous remontez à très très haute densité, en fait l'énergie est telle qu'il ne peut pas y avoir d'étoiles, il ne peut pas y avoir de planètes, il ne peut pas y avoir de vie, et surtout il ne peut pas y avoir d'atomes. La matière qui vous compose, le carbone, l'azote, l'oxygène, ne pouvait pas exister dans l'univers primordial. Donc la cohérence logique du fait que nous ici sommes constitués de carbone, d'oxygène et d'azote et observons cet univers fait que nous sommes tenus d'expliquer l'origine de ces atomes. D'où viennent-ils ? Et donc on va partir d'un état primordial avec simplement des protons et des neutrons, ce qui à l'époque était considéré comme les particules les plus fondamentales que l'on connaissait, et de se dire si je pars de cet état initial, que je laisse l'univers se refroidir et se diluer, est-ce que je peux expliquer la matière qui nous entoure? Et donc ça va donner lieu d'abord à ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. On va être capable de calculer la densité primordiale de deutérium, donc un atome constitué d'un proton et d'un neutron, de l'hélium 3, et on va être capable de les comparer à des observations. Et donc avoir des informations sur l'univers, on va dire, quelques minutes après ce fameux Big Bang. Donc vous voyez, on a des échelles d'une centaine de mégaélectronvolts, et on arrive à avoir une information sur la dynamique de cet univers. Là, je vous ai mis les courbes, ce n'est pas pour vous discuter, c'est qu'aujourd'hui, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, ces courbes bleues, ce sont les prédictions théoriques en fonction de certains paramètres. On a différentes observations et on voit que tout, en fait, coïncide, sauf pour le lithium, qui reste un des plus grands problèmes de la cosmologie aujourd'hui, du moins observationnelle, puisque c'est un domaine dans lequel la physique est très bien connue, on a des observations et pour autant, on a ce désaccord entre l'observation et l'expérience. Voilà, donc ces calculs, c'est fait avec un code qui a été développé à l'Institut, en particulier par Cyril Pitrou, qui est un de mes anciens étudiants, et c'est le code le plus précis du monde actuellement pour faire ce genre de calcul. Et puis ensuite, on se rend compte que l'univers va se diluer, la lumière qui était piégée par la matière ionisée va se libérer, et on doit observer un bain thermique de lumière, de photons, avec une température, à l'époque on pensait de 5 degrés K, c'est une prédiction de Georges Gamow, mais qui est aujourd'hui observée environ à 2,7 Kelvin. Et donc on a deux prédictions fortes, et ces deux prédictions, la nucléosynthèse primordiale et l'existence d'un fond diffus cosmologique ont été considérés comme les deux piliers de la cosmologie moderne et qui vérifiaient expérimentalement. Et surtout le spectre, donc la densité d'énergie en fonction de la fréquence, eh bien c'est ce qu'on appelle un spectre de corps noir, et ça permet d'arriver à la conclusion qu'on ne sait pas ce que c'est que le Big Bang, mais on sait que dans l'univers très primordial, eh bien, il était dans une phase qui était chaude, dense et à l'équilibre thermodynamique. Et ça, c'est des propriétés pour les physiciens qui sont des choses assez exceptionnelles qu'il va falloir aussi expliquer. Pourquoi est-ce que des zones qui n'ont pas pu être en contact causal sont à la même température ? Comment est-ce possible qu'un corps s'équilibre thermiquement alors qu'il est en train de se diluer et qu'il n'y a pas pu avoir une homogénéisation causale entre ces différentes parties ? Donc voilà, vous voyez que déjà on a avancé, on a réussi à comprendre un petit peu mieux la matière, du moins dans ses phases primordiales. On explique les atomes jusqu'au lithium. Alors bien sûr, il faut expliquer les autres. Et ce qu'on va comprendre dans les années qui suivent, quand on va commencer à étudier le fonctionnement des étoiles et des galaxies, c'est que la matière qui vous compose est synthétisée pendant l'évolution stellaire. C'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse stellaire. Et aujourd'hui, en fait, on peut prendre n'importe quel atome du tableau de Mendeleïev. On connaît le processus astrophysique qui lui donne naissance. Donc vous voyez, l'astrophysique et la cosmologie sont capables d'expliquer la diversité de la matière.
pas la matière, puisqu'il faut supposer que dans l'univers primordial, il y a des neutrons, des protons, donc ces baryons, qu'il y a plus de matière que d'antimatière. Donc pourquoi est-ce qu'il y a-t-il cette asymétrie entre matière et antimatière? Et bien sûr, quand on remonte à la singularité, d'où vient cette matière? Donc ces questions-là, on n'y répond pas, elles restent en dehors du champ explicatif, mais si on suppose qu'il y avait cette matière dans cet état-là, à ces températures-là, alors on est capable d'expliquer la matière qui compose l'univers aujourd'hui. Donc c'est déjà un grand progrès, mais à chaque fois qu'on a une explication, on repousse à une question qui est un peu plus primordiale, à des énergies un peu plus hautes. Jusqu'à cette époque-là, l'univers est homogène et isotrope, c'est-à-dire que la densité de matière est la même dans toutes les régions de l'espace. Il n'y a a priori pas de possibilité d'expliquer d'où viennent les galaxies. Donc il va falloir un peu améliorer ce modèle, et c'est à ce moment-là où on va commencer à étudier ce qu'on appelle, à partir des années 70, les grandes structures de l'univers. Donc on va considérer un univers qui est inhomogène, et l'idée qui était à la base de ces études-là, c'est de se dire la gravitation est une force attractive, donc dès que j'ai une surdensité dans l'univers, elle va attirer la matière environnante, dès que j'ai une sous-densité, la matière va se vider, donc je devrais, simplement par une raison de dynamique gravitationnelle, amplifier les surdensités et amplifier les sous-densités. Donc je devrais voir un univers avec de la matière très condensée et des grands vides. Ça, c'est ce qu'on observe dans des catalogues de galaxies comme ici le Sloan Digital Survey. On voit que la matière est structurée sur des galaxies, des amas de galaxies qui s'alignent le long de filaments. Est-ce qu'on est capable d'expliquer l'origine de ces galaxies? Comment est-ce que ceci s'est formé? Sachant que dans la phase chaude et primordiale, où on a principalement de la radiation, eh bien, la radiation, elle, du fait de sa pression de radiation, va s'opposer à l'effondrement gravitationnel. Donc on ne peut pas former des structures dans ces premières phases de l'univers. Il faut attendre finalement que l'univers ait à peu près 380 000 ans pour commencer à former des structures. Et déjà dans les années 40, Lev Landau en particulier va faire quelques calculs, il va se rendre compte qu'on n'a pas le temps. L'univers n'est pas assez vieux pour que ces structures se forment, et ça va lancer un programme de recherche sur l'origine des structures de l'univers. Alors aujourd'hui, cette idée, c'est toujours la même, c'est l'instabilité gravitationnelle, et puis on va utiliser à la fois des calculs analytiques, et puis de plus en plus des simulations numériques d'univers. C'est là que vous voyez toutes ces grandes simulations, et on va pouvoir comparer avec des grands relevés de galaxies. Et quand on a continué à observer le fond diffus cosmologique, on s'est rendu compte que 380 000 ans après le Big Bang, il n'est pas strictement homogène. Il y avait des petites fluctuations de température, et on a très vite identifié ces fluctuations de température à des fluctuations de densité du gaz, et donc à des fluctuations initiales de densité. Et la question, c'est, est-ce que si je pars de ce que je sais de l'univers il y a 380 000 ans, que je fais évoluer la dynamique gravitationnelle, est-ce que j'observe des distributions de galaxies telles que l'on les observe aujourd'hui? Donc voilà, ça c'est un programme qui se lance dans les années 70, et très rapidement on va se rendre compte que non, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner si la matière qui existe dans l'univers est la matière que nous connaissons en laboratoire. En particulier, donc vous savez que Jim Peebles a eu le prix Nobel, ça fait partie en fait des choses auxquelles il a contribué. On se rend compte que si on veut que ça fonctionne, il faut qu'il existe un autre type de matière qu'on va appeler de la matière noire. Aujourd'hui, on sait aussi qu'il faut qu'il y ait une autre composante qu'on appelle la constante cosmologique. Et donc, les modèles baryoniques qui étaient à l'œuvre jusque dans les années 70 sont complètement en échec. Et la cosmologie nous donne une information fondamentale. Elle nous dit, si vous voulez réconcilier, étant donné les lois de la physique que vous connaissez, qui sont testées dans le système solaire aujourd'hui, si vous voulez comprendre les grandes structures de l'univers, alors il existe de la matière que vous n'avez jamais détectée, jamais vue dans un accélérateur de particules ou dans un laboratoire sur Terre. Est-ce que c'est le cas, ou est-ce que les lois que vous utilisez pour faire cette inférence sont mises en défaut? C'est-à-dire, est-ce que c'est une preuve peut-être que la relativité générale n'est pas une bonne description de la gravitation? Donc vous voyez, à partir de ce moment-là, va se poser la question de savoir, est-ce que cette hypothèse-là est une bonne hypothèse, ou alors, qu'en est-il de cette matière-là, et comment est-ce qu'elle s'articule avec tous les champs de matière que l'on connaît, ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules, qui est testé en accélérateur aujourd'hui. Donc voilà un petit peu, on en est dans les années 70, et on continue finalement à évoluer, et ça ici aujourd'hui, c'est des choses qui sont de plus, étant donné les grands relevés cosmologiques observationnels, on a de plus en plus d'informations sur des contraintes sur cette matière, sur son abondance, sur ses propriétés, mais on n'a toujours pas d'indication sur son identité physique. Et puis, reste le problème de l'insingularité, on revient en arrière, elle est toujours là, et ces conditions initiales que l'on prend ici de façon observationnelle, pourquoi est-ce qu'il y a ces inhomogénéités? D'où peuvent-elles venir? Et donc c'est là, ça va stimuler un quatrième pan du modèle que j'ai appelé la cosmologie primordiale. On va se rendre compte dans les années 80 que si on remonte encore en arrière, on doit prendre en compte les phénomènes quantiques qui sont à l'œuvre dans l'univers très dense et très chaud.
Et là, on va introduire un nouveau type de matière, c'est un champ scalaire qu'on va appeler l'inflaton, et on va se rendre compte que si on suppose que ce champ est dans son état d'énergie minimale et qu'on le quantifie comme tout bon champ doit être quantifié, c'est-à-dire de façon la plus conservatrice possible, eh bien, il doit y avoir nécessairement des fluctuations d'origine quantique qui vont être amenées à des échelles macroscopiques et qui vont avoir exactement les propriétés qu'on doit avoir pour expliquer les anisotropies du fond diffus cosmologique. Donc ça, c'est 1981, en particulier les travaux de Slava Mukhanov et puis de Stephen Hawking ensuite. Et c'est important parce que cette phase-là n'avait pas été construite en fait vraiment pour ça, elle avait été construite pour résoudre certains problèmes du modèle relativiste, et on a une prédiction. La mécanique quantique vous dit que vous avez exactement la bonne nature de fluctuation de densité dont vous avez besoin pour expliquer vos observations. Ce n'est pas une preuve du fait que cette phase est telle qu'elle est décrite, et en particulier ce champ scalaire, eh bien, quelle est sa microphysique, quelle est sa nature physique, un nouveau type de matière comme la matière noire. Comment s'inscrit-il dans le cadre du modèle standard de la physique des particules, sachant qu'à la fin de cette phase d'inflation, l'univers est complètement vide, on n'a que ce champ scalaire, c'est la désintégration de ce champ scalaire qui doit donner toutes les particules qui existent aujourd'hui dans l'univers, donc il est couplé aux particules du modèle standard. Comment expliquer ça? Comment le comprendre? Aujourd'hui, ce sont des questions qui sont encore ouvertes. Donc vous voyez qu'on a expliqué une phase qui nous permet de mieux comprendre l'origine des grandes structures, mais pour l'instant, on bute en fait sur cet aspect théorique, et il est fort probable que ce champ soit inaccessible en accélérateur de particules aujourd'hui. Et d'un point de vue observationnel, eh bien, la découverte des ondes gravitationnelles primordiales, des ondes gravitationnelles et l'espoir de pouvoir détecter les ondes gravitationnelles primordiales va pouvoir nous donner plus d'informations sur le fait de l'existence d'une telle phase primordiale. Donc vous voyez, quand on monte dans cette hiérarchie-là, on va expliquer de nouvelles questions, mais bien sûr on va faire de nouvelles hypothèses, et on va diminuer aussi le domaine de validité un peu de chacun d'eux, parce qu'on va avoir ces composantes qu'il va falloir expliquer en termes de la matière, et en particulier en termes de la relativité générale. Donc quand on a cette construction, on a toutes les observations actuelles qui sont vraiment florissantes, qui nous permettent de dire on a un certain nombre de paramètres libres dans cette construction mathématique qui est associée à cette structure-là. On va mesurer les paramètres, et puis parfois il va y avoir un certain nombre de désaccords. La question qui se pose, c'est est-ce un bon modèle? Parce que quand vous allez comparer un modèle à des observations, il y a deux choses. La précision des observations et ce qu'on appelle la justesse du modèle. Le fait que fait, ce modèle est capable de prédire ce que vous allez observer avec une précision lui-même meilleure que celle de vos observations. Et donc il faut se poser la question de savoir est-ce que cette architecture théorique, sur quoi repose-t-elle et comment est-ce qu'on peut être sûr que ce sont des bonnes hypothèses? Si je résume, on a supposé que la gravitation était décrite par la relativité générale, ici, donc c'est ce que j'appelais l'hypothèse H1. On a fait une hypothèse de symétrie qu'on appelle le principe copernicien, donc le fait que nous n'occupons pas une position particulière dans l'espace. Et donc ça donnait naissance à ces univers homogènes et isotropes. À quel point est-ce vrai? C'est difficile, parce que pour savoir si l'univers vu d'ailleurs est le même que le nôtre, il faudrait être capable d'observer l'univers depuis ailleurs. Et comme je vous l'ai dit, tout ce qu'on sait de l'univers aujourd'hui, c'est depuis ici et maintenant. Concernant la matière, on a de la matière en dehors de la matière du modèle standard. Est-ce que cette matière existe vraiment? Comment est-ce qu'elle s'articule avec celle que l'on connaît? Et puis, j'en ai pas du tout parlé, mais comme il y a Jean-Pierre qui est là, je savais qu'il venait, j'ai mis un petit mot là-dessus, sur la topologie de l'univers. Quand on a une géométrie, cette géométrie, pour certaines géométries, elle peut être associée à un espace qui est infini ou un espace fini, donc on peut rajouter une structure qu'on appelle une topologie. Dans le modèle standard, on suppose que cette topologie, donc la taille de l'univers est beaucoup plus grande que la taille de l'univers observable, voire infini. Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut tester? Parce que s'il était fini, ça mettrait en particulier de fortes contraintes sur ce qui se passe dans ces phases primordiales, parce que là, il y aurait des signatures dans notre univers observable. Donc voilà les hypothèses qu'on veut tester. Est-ce qu'on est capable de les tester? Et ça, c'était un peu la situation, je veux dire, il y a depuis 20-25 ans, et je pense qu'on a réussi collectivement, la communauté a testé à peu près toutes ces hypothèses, ou de moins à mettre en place les outils pour les tester. Donc oui, la topologie, c'est quelque chose qu'on avait commencé dans les fin des années 90, et puis dans les années 2000, il y a eu de nombreux tests observationnels, et on pourrait conclure aujourd'hui que l'univers est au moins aussi grand que la taille de l'univers observable, et puis dans toute une classe de structures topologiques, ce qu'on a montré, c'est que si l'univers est en gros 20% plus grand que la taille de l'univers observable, on ne peut pas distinguer un univers
très grand d'un univers infini. Donc voilà une question qui pendant un temps était dans le champ de la question physique, qui retombe dans un champ où finalement on ne peut pas trancher par l'observation jusqu'à présent. Peut-être que de nouvelles observations ou de nouvelles techniques nous permettront de questionner des distances plus grandes, mais aujourd'hui pour moi je pense qu'elle est un petit peu en dehors du champ explicatif là, de la théorie. Alors ensuite, on s'est posé la question de la relativité générale, du principe copernicien. Et là, il y a toute une série, je ne vais pas vous les détailler, mais juste pour vous dire qu'il y a toute une série de résultats. Donc je vous ai dit sur la topologie. On peut tester la relativité générale aux échelles astrophysiques en utilisant cisaillement gravitationnel. Le satellite Dune va faire ça dès qu'il sera lancé, je pense, dans un an. Il va commencer à faire ce programme. C'est une idée qu'on avait eue avec Francis Bernardo en 2001. On peut tester le principe d'équivalence qui est au cœur de la relativité générale en étudiant en particulier les constantes de la nature. Donc ça, c'est des choses qui nous donnent vraiment des arguments pour dire qu'il est très difficile d'avoir une violation de la relativité générale aux échelles au moins de la taille d'une galaxie, voire plus grand. Alors en ce qui concerne le principe copernicien, c'est assez drôle parce que même si nous observons l'univers que depuis ici, aujourd'hui, eh bien on peut le tester. Donc ça, il faut être un peu subtil parce qu'il faut se rendre compte que oui, on est ici aujourd'hui, mais on est toujours maintenant et que maintenant change au cours du temps. Et que donc, quand vous allez laisser le temps passer, vous allez observer l'univers peut-être à 10 ans d'écart et que quand vous regardez l'univers changer, donc ce qui était à l'époque impossible, il n'y avait aucun moyen observationnel de le faire, mais vous allez pouvoir quantifier des signatures qui vous disent que cet univers, dans ce qu'on appelle les cônes de lumière, ont des structures bien particulières qui pourraient être un signe d'une violation du test du principe copernicien. Depuis, il y a de nouveaux tests, mais vous voyez, c'était la première fois où on arrivait à se dire que sans bouger, sans bouger, on arrive à tester cette hypothèse de symétrie. On peut tester l'isotropie de l'expansion au pourcent près et puis d'autres choses. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en 20 ans, on est arrivé à développer des outils qui nous permettent de passer d'une cosmologie qu'on appelait de précision à une cosmologie de justesse. Et en tant que théoricien, pour moi, c'est la chose la plus importante. Donc une fois qu'on a fait tout ça, voilà ce qu'on pourrait dire la conclusion de ce que l'on sait aujourd'hui sur l'univers. L'univers aurait un âge de 13,7 milliards d'années. Alors ça, c'est un âge calculé dans le cadre de ce modèle. Donc cet âge-là dépend de toutes les hypothèses que j'ai citées tout à l'heure. Et puis on a un univers, après cette recombinaison, ce découplage entre matière et radiation, où on va former les structures. Là, la physique est plutôt complexe, mais vraiment sous contrôle. Dans l'univers chaud, la microphysique, on va dire jusqu'à 1 milliard de degrés, est bien comprise. Et on arrive à expliquer l'abondance des éléments légers. Puis plus on remonte dans le passé, moins nos théories physiques sont sous contrôle. Donc on va augmenter notre degré de spéculation. La microphysique dans l'univers primordial pour le réchauffement, la baryogénèse, elle n'est pas sous contrôle. Et quand on passe à l'inflation, elle reste spéculative. Et puis on peut encore pousser. Il y a des idées dont vous avez tous entendu parler, de multivers, de gravité quantique, et ainsi de suite. Là, autant la microphysique que les structures sont complètement spéculatifs et non connus. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que le but est de repousser tout ça le plus possible, éventuellement grâce à des observations, pour savoir jusqu'à quel point est-ce qu'on va pouvoir remonter dans les tréfonds de notre univers pour comprendre de quelle phase il émerge. Et donc en conclusion, il faut se rappeler que le modèle est construit à la fois à partir des théories physiques, donc on fait des hypothèses sur la gravitation, sur la matière qui est dans l'univers, mais qu'un modèle cosmologique, ce n'est pas simplement une conséquence naturelle des équations de la physique telle qu'on la connaît. Elle implique des hypothèses supplémentaires, des hypothèses de symétrie, des hypothèses sur la topologie. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que le modèle, finalement, est plus faible que la théorie elle-même. Donc, si vous mettez le modèle en défaut, vous ne savez pas si vous avez découvert de la nouvelle physique ou si finalement vous n'avez pas choisi la bonne solution dans l'espace des solutions de cette théorie physique-là. Et c'est ça que vous devez tester. Et aujourd'hui, on a tous les outils pour tester ces hypothèses. Comme vous l'avez vu, il y a une sorte de structure qui est historique mais qui est modulaire, c'est-à-dire que chaque phase est plus ou moins indépendante de l'autre. Chaque étape, en fait, elle va compléter la précédente en étendant son champ explicatif, en rajoutant des choses qu'on va pouvoir calculer, qu'on va pouvoir expliquer. Et à chaque fois, on a des jeux d'observation qui sont spécifiques à chacun de ces étages. Et ça, c'est important parce que ce sont ces observations qui valident en fait les hypothèses qu'on va faire à chacun des niveaux de la théorie. Et puis, chaque phase pose de nouvelles questions, des ingrédients inexpliqués, par exemple, auxquels on ne peut pas répondre dans cette description-là. Il va falloir passer à une description supplémentaire. Et tout ça, c'est motivé soit par des observations, donc des découvertes observationnelles, soit par la cohérence logique. Comme je vous l'ai dit, Lemaitre n'a pas eu besoin de faire une observation pour dire que les atomes ne pouvaient pas exister, donc il fallait expliquer leur origine. Et tout ça pour rappeler que dès qu'on va avoir le moindre phénomène, on ne peut pas parler
d'un côté et de l'autre de modèles et d'observations, en fait, c'est une co-construction entre les modèles et les observations, puisque chacune des observations, comme je dois savoir comment la lumière se propage, comment elle est déformée, et ainsi de suite, nécessite aussi de connaître la structure géométrique de notre univers. Donc on a quelque chose qui boucle, et ce que l'on cherche, c'est une cohérence entre les observations que l'on a et ce que peut prédire le modèle. Et c'est là où la cosmologie, ce que j'appelle cosmologie de justesse, est importante, parce que se pose la question de savoir si les prédictions du modèle aujourd'hui, étant donné la précision qu'on a dans les observations, est suffisamment bonne pour interpréter toutes les données à notre disposition. Et en particulier, on a plusieurs tensions actuelles, en particulier sur la constante de Hubble. Et moi, j'ai l'intuition, un peu plus que l'intuition d'ailleurs, mais bon, que c'est parce que le modèle n'a pas la finesse suffisante pour prédire ces observations à ce niveau de précision-là. Et donc que les observations sont en avance sur la théorie elle-même et que c'est pour ça qu'on voit apparaître des tensions. Si on a des barres d'erreur un peu plus larges, eh bien ces tensions disparaissent. Donc la question, est-ce que ce modèle est suffisamment bon et quel doit être son niveau de justesse pour pouvoir interpréter l'ensemble des données qui sont à la disposition aujourd'hui? Et soit ça va rentrer dans l'ordre, tant pis, on sera un peu bloqué là, soit on va trouver une vraie faille, on pourra dire il s'agit d'une vraie faille, et là on va devoir questionner ces questions ouvertes sur le type de matière qui est encore inconnu, ou éventuellement sur de la physique au-delà de la physique du modèle standard que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a donné un panorama assez rapide et assez large de comment on construit ce modèle cosmologique, quelles ont été les différentes hypothèses et étapes historiques. Et puis, je vous remercie. J'ai une difficulté à comprendre l'univers actuel potentiellement infini avec un Big Bang, parce que dans le modèle du Big Bang, j'ai plutôt tendance à avoir une topologie compacte au moins au départ. Donc comment on peut avoir une topologie compacte au départ si ensuite on a un univers infini? Ça, c'est une brisure de topologie là. Vous avez bien raison, c'est une image, c'est le problème des images. Donc vous me dites si je me trompe dans l'interprétation de ce que vous dites. Est-ce que c'est parce que vous imaginez que s'il y a ce Big Bang, il y aurait une sorte de point central qui serait l'origine de l'univers? Est-ce que c'est ça que vous avez en tête ou autre chose? Oui, c'est l'histoire du point. C'est ça. Mais pas nécessairement. J'ai plus de mal si le départ n'est pas compact. Oui. Donc compact, c'est pas nécessairement un point. Ça peut être très grand. Exactement. Exactement. Le truc, c'est que vous avez une discontinuité. Vous voyez cet écran, d'accord? Il y a une surface ici, la surface blanche, c'est l'univers. Je remonte, et puis là, poum, je tombe sur un bord. Ce bord, si cet écran est infini, ça va être une ligne, mais qui va être aussi infinie. D'accord? Donc en fait, quand on extrapole vers le passé, ce qu'on voit, c'est que l'espace lui-même disparaît, donc il fait plus sens, mais ça ne veut pas dire que ça émerge d'un point ou d'un support qui est compact. En fait, au moment, entre guillemets, à ce moment-là, vous passez de « je ne sais pas ce que c'est la structure ici », parce que je n'ai pas de description de ce qui se passe ici, à un moment où j'ai un volume infini qui a un bord. C'est ça que vous appelez le Big Bang. D'accord ? Et c'est vrai que comme c'est en expansion, si on le représente dans des échelles qui sont physiques et pas en faisant abstraction de l'expansion, on a l'impression que ce bord-là, il pourrait être amené à un point dans beaucoup d'images, mais c'est faux. Et donc c'est l'espace en tant que tel infini. Donc vous voyez, il y a un truc qui se passe, mais on ne sait pas ce que c'est. Et le truc de le mettre, c'est de dire que, ah oui, mais ici, la description, elle est fausse, donc ce que tu appelles un bord, c'est peut-être pas un bord, peut-être qu'en fait, tu peux passer de l'autre côté parce qu'il y a une petite épaisseur. Merci beaucoup, Jean-Philippe Uzan, pour cette très belle présentation, qui donnait un petit peu le vertige, il faut bien le dire. Alors, la question que tu nous as soumise était la question de savoir comment construire le modèle du Big Bang. Et ce qui était, je crois, le point essentiel de la démarche qui a été proposée, c'était de coupler à la fois des considérations historiques qui nous montraient les étapes successives d'élaboration du modèle avec les différents problèmes que se posaient les astrophysiciens, de coupler, disais-je, donc cette considération historique avec des considérations un petit peu plus principielles sur la nature d'un modèle, la définition qu'on peut donner à ce concept et le rôle qu'on peut lui faire jouer dans la science. En l'occurrence, le problème était de savoir comment construire quelque chose qui tient d'un point de vue explicatif. Et donc, ça suppose de préserver le modèle de différents types d'effondrements ou de différents chocs qui pourraient être à l'origine de son effondrement sur lui-même ou de sa disparition.
Et donc pour s'assurer de la consistance d'un modèle, la première chose à faire, c'était d'abord d'avoir les idées claires sur la nature du projet qu'on voulait poursuivre. Et pour avoir les idées claires sur ce projet, il fallait en fait considérer 2 types de contraintes. D'abord, pourrait-on dire des contraintes théoriques, c'est-à-dire savoir quel type de mathématiques, quel type d'équations nous allons utiliser pour construire notre modèle. En l'occurrence, c'est l'équation de la relativité générale. Et il faut ensuite savoir quel réel, plutôt quel type de phénomène dans le réel on va devoir observer. Et là, en l'occurrence, on n'a pas tellement le choix, puisqu'il s'agit du seul objet qui soit possible, c'est-à-dire notre univers, qui soit physiquement possible, en tout cas notre univers réel unique, actuel. Ensuite, il a été question de montrer quelles étaient les difficultés qui étaient posées par ces 2 contraintes. Il y a des difficultés mathématiques, d'abord. C'est quelque chose qu'on a très bien vu avec le fait que en réalité, les équations ne suffisent pas à déterminer un modèle parce qu'elles sont d'une certaine manière trop riches. Elles offrent des champs de possibilités théoriques immenses et parmi toutes ces solutions, il va falloir qu'on opère un tri, il va falloir qu'on opère une sélection, et ce qui va permettre de réaliser cette élection et donc cette sélection et d'ajuster la pertinence du modèle, ça va être l'observation, ça va être le rapport au réel, à l'expérience. La difficulté avec ce 2e type de contraintes, on pourrait dire des contraintes de nature empirique, c'est qu'il va falloir qu'on se confronte à des événements qui sont des événements auxquels on ne peut plus avoir accès, puisqu'on parle de choses qui se sont passées il y a des milliards d'années dans des conditions physiques qui sont très difficilement reproductibles en laboratoire. Et donc, le modèle va être dans la nécessité d'opérer un certain nombre d'extrapolations qui valent ce qu'elles valent, et sur lesquelles on va essayer de travailler. Ce qui a été, je crois, le point essentiel de la présentation de ce qu'est un modèle scientifique, un modèle en physique de compréhension de l'univers, ça a été de voir un petit peu quels étaient les enjeux en réalité qu'on mettait derrière cette idée, cette notion. Et un point important, c'est qu'on attend du modèle qu'il fournisse des hypothèses. Il ne s'agit pas simplement qu'il décrive correctement les événements qu'on a, il s'agit de pouvoir le mettre à l'épreuve au fond. Sinon, il ne peut pas avoir d'utilité. La difficulté, c'est que lorsque nous tâchons d'utiliser les observations, les expériences que la nature peut nous procurer pour statuer sur la qualité de notre modèle, les résultats qu'on obtient sont toujours ambigus. Ils sont toujours ambigus au sens où si notre modèle est mis en situation de réussite, eh bien, ça ne nous assure pas de sa validité absolue. Ça veut juste dire que les phénomènes que nous avons observés pour l'instant le consolident ou l'accréditent, mais ça ne préjuge rien de son efficacité à venir. Et si le modèle est mis en défaut, s'il est mis en échec, il est difficile de savoir ce qui est exactement mis en échec. Est-ce que c'est la théorie mathématique que nous avons utilisée, les lois physiques que nous avons utilisées, qui sont des approximations qui ne sont plus bonnes, c'est-à-dire qui, à l'échelle à laquelle on travaille ou face aux phénomènes qu'on doit étudier, ne sont plus pertinentes? Ou est-ce que nous sommes confrontés à des phénomènes radicalement nouveaux qu'il va falloir que nous apprenions à mieux connaître, à mieux interpréter? Un point intéressant également, c'était de montrer justement qu'un modèle n'a pas vocation à tout expliquer et que justement sa valeur explicative va consister dans sa capacité à savoir ce qu'il peut expliquer et ce qu'il ne doit pas expliquer, à faire un tri entre les différents phénomènes à comprendre. Et en l'occurrence, la question du Big Bang était assez intéressante parce que si mes souvenirs sont bons, le titre de la conférence porte sur le Big Bang, un modèle du Big Bang, alors qu'en fait il a été expliqué au cours de l'exposé que le Big Bang, c'est pas tellement un événement physique, c'est plutôt ce qui arrive à notre modèle lorsqu'on essaye de l'appliquer à un phénomène qui dépasse le cadre mathématique que nous pouvons exploiter. Enfin, donc, si effectivement les modèles peuvent être confrontés à des échecs, et que ces échecs sont fructueux pour la science, puisqu'ils nous permettent d'avancer, il ne faudrait pas les réduire à ces échecs-là. Les modèles ont également des vertus, au sens où ils nous permettent de comprendre, d'accroître notre connaissance du monde. Ils ne font pas qu'échouer, ils réussissent également. Un exemple pertinent et particulièrement probant, c'était, j'ai trouvé cette explication sur la capacité qu'a notre science actuelle de comprendre la diversité des atomes, la diversité de la matière.
son origine n'est pas parfaitement assimilée, parfaitement comprise, mais en tout cas, la variété qu'on peut observer, elle l'est. Et donc, on pourrait dire qu'il reste encore du pain sur la planche à réaliser, mais les efforts à venir doivent être mesurés sur ceux qui ont déjà été réalisés. Et je crois qu'à ce titre-là, on peut tous vraiment se réjouir des succès de la physique contemporaine et vous inviter à poursuivre donc ce très beau travail.